Bonjour tout le monde. Voilà, je suis D'accord. professeur Ramzien, je suis anesthésiste réanimateur, je suis chef de service des urgences médico-chirurgicales au niveau du CHU de Douala. C'est un plaisir de participer à cette formation de cadre de formation médicale continue pour les médecins généralistes. Sachez que dans mon service, j'ai 17 médecins généralistes qui travaillent et accueillent des patients et font du beau travail. Voilà, donc ma présentation portera sur la gestion de la douleur aiguë au niveau des urgences médicales. Donc je pense que ça a été défini par mes prédécesseurs concernant la douleur. Donc, comme ils l'ont dit, donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, bien sûr, associée à un dommage tissulaire présent au potentiel ou décrite en termes d'interne de dommage. Là, c'est une définition de l'International Association for Study of Pain. Donc, il s'agit d'une expérience sensorielle individuelle. Éventuellement, il y a une composante émotionnelle et affective très désagréable et aussi absente de corrélation anatomique clinique. Donc, la douleur, elle a un aspect multidimensionnel. Donc, il y a une souffrance physique, hein, d'accord? Aussi associée à une souffrance morale. Il y a un contexte socio-culturel, hein. Il y a ceux qui réagissent mal à la douleur, et il y a d'autres non, c'est un sacrilège, donc ça rentre dans certaines ethnies. Et il y a aussi le côté religieux, hein, un châtiment, etc. Donc ça dépend des personnes, comment éventuellement ils réagissent vis-à-vis de la douleur. Donc d'où éventuellement provient la douleur? Pourquoi le corps réagit ainsi? Et est-ce que la douleur est réellement utile au bon fonctionnement de l'organisme? Là, c'est des questions qu'on se pose. Donc, il y a des définitions euh, concernant la douleur en général. Donc, il y a la douleur nociceptive. Donc, c'est une douleur qui résulte d'une lésion réelle ou menacée d'un tissu non nerveux et qui est due à l'activation de nocicepteurs. Donc, les récepteurs nociceptifs sont activés lors de la douleur nociceptive. Il y a les douleurs neuropathiques, hein, c'est des douleurs causées par une lésion, une maladie du système nerveux somatosensoriel. Il y a un nouveau concept, donc une association d'un certain thème de douleur qui est la douleur nociplastique. Donc c'est une douleur qui résulte d'une altération en nociception, bien qu'il n'existe aucune preuve claire de lésion tissulaire, réelle ou menacée, provoquant l'activation de nocicepteurs, ou de preuve d'une maladie ou d'une lésion du système somatosensoriel provoquant la douleur. Là, dans la douleur nociceptive, on peut vous donner l'exemple du côlon irritable ou bien de myalgie, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de lésion tissulaire, mais le patient souffre énormément. Maintenant, revenons à cette douleur qui survient, que les patients donc, qui se présentent au niveau des urgences. Donc, comme on l'a dit, donc une sensation désagréable, brutale, elle est récente, elle est liée le plus souvent à une lésion tissulaire réelle ou potentiellement, et nécessitant une prise en charge immédiate. Donc, le patient se présente, il souffre, donc là, on doit automatiquement le soulager. Donc, c'est une douleur qui s'installe rapidement et généralement, elle dure moins de 3 mois, hein, pour écarter toute douleur chronique. Elle représente un motif fréquent de consultation, hein. Quand on est au niveau du pavillon des urgences, on reçoit beaucoup de patients souffrant de douleur. Donc, cette douleur, elle a une valeur à la fois un symptôme, donc il s'agit d'un symptôme, elle guide le diagnostic, et aussi c'est un signal d'alarme. Elle peut révéler une urgence vitale. Donc, c'est la douleur qui arrive sans prévenir, qui impose d'être évaluée vite et aussi traitée tôt. Alors, comme on l'a dit, donc, la douleur aiguë, c'est un signal d'alarme, donc c'est une perception d'un danger. Il y a une lésion tissulaire probable, atteinte de l'intégrité physique, il y a un stress, une réaction émotionnelle derrière, qui peut éventuellement augmenter, entretenir la sensation douloureuse et qui nécessite une prise en charge précoce. On a deux types de douleurs aiguës, bien différentes. Il y a la douleur rapide, c'est bien localisé. Il y a un réflexe rapide de retrait, hein, d'accord, de danger, etc. Donc cette douleur aiguë qui est intense, il y a quand même une réaction de l'organisme qui va se
se présenter avec des symptômes tels que la tachycardie, accélération de la fréquence respiratoire, une HTA, des sueurs profuses, midriase et beaucoup d'anxiété. Très important. Alors, les conséquences systémiques de la douleur, donc vous savez qu'il y a un retentissement sur les différents organes, différentes fonctions, surtout le système cardiovasculaire, elle peut augmenter le travail cardiaque, elle peut entraîner une ischémie, surtout si un cœur déjà en insuffisance coronarienne. Sur le système respiratoire, diminution de la capacité vitale et qui inhibe donc les douleurs thoraciques ou bien douleurs par traumatisme thoracique. Donc ça peut limiter la capacité fonctionnelle de la respiration, donc diminuer la capacité vitale inhibe la tout. Système gastro-intestinal peut générer un ilus, d'accord, de stress, des ulcères de stress aussi. Sur le système urinaire, donc c'est la rétention d'urine aiguë. Il y a aussi d'autres actions de la douleur, surtout l'augmentation des hormones de catabolisme. Donc vous avez une augmentation de la cortisolémie, le glucagon, les catécholamines. Il y a une certaine résistance aux hormones anabolisantes telles que l'insuline et la testostérone. Elle favorise la coagulation, donc il y a une hypercoagulabilité avec bien sûr le risque thromboembolique qui peut éventuellement être généré. Et aussi, et l'élément important, c'est la diminution de défense immunitaire. Alors, quelques étiologies médicales qu'on voit fréquemment au niveau des urgences, donc les plus voilà, d'un patient qui a des maux de tête et se présente pas aux urgences, il prend un paracétamol etc., pour calmer cette douleur. Mais quand la douleur est localisée au niveau du thorax, elle se présente au niveau des urgences parce que ça peut être dû à un syndrome coronaire aigu, péricardite, embolie pulmonaire, donc tout ce qui fait peur pour le malade et aussi pour le praticien. Les douleurs abdominales, hein, les coliques néphrétiques, coliques hépatiques, l'appendicite, les pancréatites aiguës, douleurs respiratoires, les pneumopathies et les pleurésies. Douleurs neurologiques, c'est les céphalées aiguës, hein, migraines, les algies faciales. Douleurs musculo-squelettiques, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, donc lombalgie aiguë, torticolis, arthrite, etc. Et douleurs infectieuses, tout ce qui est abcès, infection urinaire, var, érysipèle. Alors, au niveau de l'accueil, au niveau des urgences, donc le premier qui fait face aux patients, c'est le médecin généraliste. Donc, devant tout patient qui souffre, il faut faire une évaluation immédiate. Alors, évaluer la douleur, évaluation qu'on va voir tout à l'heure, déterminer le type de douleur. S'agit-il d'une douleur nociceptive, hein, une colique, traumatisme, une douleur neuropathique? Donc, il faut faire la part des choses par quand même des scores. Il faut localiser cette douleur. C'est quoi son siège, son irradiation? Les signes d'alarme recherchés, la priorité des signes, est-ce qu'il y a un retentissement sur le plan respiratoire? Y a-t-il une dyspnée, une instabilité hémodynamique, un retentissement sur la fonction neurologique, un abdomen aigu, une ischémie hein, des membres? Tout cela, il faut les rechercher dans l'évaluation immédiate. Bien sûr, il y a le terrain hein, qui peut favoriser une décompensation telle que l'âge, un sujet âgé, la grossesse, l'insuffisance rénale et hépatique, parce que là, après, la thérapeutique va en dépendre. Y a-t-il des allergies afin d'éviter certains médicaments? Y a-t-il des comorbidités, hein, diabète, HTA, de l'asthme, un ulcère hein, qui pourra contre-indiquer certains médicaments et antécédents d'opioïdes, donc certaines toxicomanies, ou bien de prise de morphinique éventuellement chez certains patients. Et bien sûr, on termine cette évaluation immédiate par un examen physique complet, surtout axé sur l'examen neurologique. Alors, l'évaluation de la douleur. Donc, il y a des évaluations, des échelles d'évaluation unidimensionnelles, multidimensionnelles, comportementales et terminées par un bilan psychologique. Sachez que la douleur, elle est subjective. Le patient se présente, j'ai mal. Donc, pour nous praticiens, hein, c'est intéressant de la rendre un petit peu objective par ces différentes échelles pour mettre un chiffre à côté. Monsieur, vous avez une douleur de quel ordre? Mettre un chiffre, c'est important parce que je vais entamer une thérapeutique. Après, je vais réévaluer est-ce que ma thérapeutique a bien donné ou pas.
Donc, ces échelles, vous voyez, donc des échelles unidimensionnelles, donc échelle verbale simple, on pose des questions très simples aux patients. Ah bon. Ah, très bien, donc apparemment, ça a été dicté, les échelles numériques, les échelles du visage, donc comportemental, et échelle des EVA. Alors, il y a aussi des échelles pluridimensionnelles, McGill, Payne, d'accord? Donc, tout cela, c'est des échelles dont mes collègues vous ont déjà parlé. Alors, pour la prise en charge de la douleur dans le de l'urgence. Il y a une approche multimodale. Donc, on doit combiner, réduire au maximum les doses et être efficace. En réduisant les doses, être efficace aussi, réduire les effets secondaires des médicaments. Il y a les mesures non pharmacologiques, hein, dont le professeur Belabassi vous a parlé, donc le repos, glaçage, le chaud, d'accord, les mobilisations, les positions antalgiques qu'il faut éventuellement et l'environnement calme, ce qui est très important. Après, utiliser les antalgiques, hein, différents paliers, palier 1 et 2. Si besoin, passer au palier 3, hein, des opioïdes titrés. Si indiqué, il y a ces techniques d'anesthésie locale-régionale. Donc, certains blocs que le médecin général au niveau des urgences doivent éventuellement les connaître parce que ça soulage d'une façon précise et très, très efficace. Point de vue traitement médicamenteux, on revient toujours au niveau des paliers de l'OMS par rapport à l'action, hein, d'accord, de ces médicaments. Ils ont des mécanismes physiopathologiques variés. Alors, le nouveau concept, avant, quand un patient se présente pour une douleur, on commence par les petits simples, donc antispasmodiques, paracétamol, etc. Mais maintenant, le schéma a pratiquement été inversé. On commence toujours par un palier 3, puis 2, puis un, bien sûr, selon l'intensité de la douleur. Donc, en évaluant la douleur, on détermine son EVA. Donc, pour les douleurs faibles, généralement, c'est le palier 1. Avec des douleurs un petit peu modérées, donc le V inférieur à 7, se présente d'emblée avec des douleurs sévères au-delà de 7, là, c'est d'emblée le palier 3. On peut faire des associations. Associer le palier 1 avec palier 2. Associer le palier 1 avec palier 3, mais jamais le palier 2 avec le palier 3, vous savez. Donc le palier Alors, s'il vous modéré, plaît. dans Professeur, le V inférieur à attention, pas professeur. du paracétamol, on doit, ou bien on intraveineuse selon. Hein. Donc il faut prudence par rapport aux effets secondaires des anti-inflammatoires, tels que l'insuffisance rénale, problème de l'estomac, l'âge du patient et éventuellement la grossesse. Le palier 2, ça va intéresser les douleurs modérées, dont le VA est inférieur à 7. Donc, soit associé ou bien escaladé, donc commençant toujours palier 1. Après, on peut passer au palier 2 ou bien les associer. Du paracétamol, plus ou moins anti-inflammatoire. Il y a le tramadol, hein, qui est du palier 2 ou bien la codéine. Tramadol, autre antalgique, vous connaissez. Faire attention parce que le palier 2 a quand même des effets secondaires. Ça donne des nausées, de la confusion, interaction. Donc, le tramadol peut être un peu, comme on le dit dans l'adage, dramadol, hein, chez certains patients. Donc, ça va rendre la situation plus ou moins dramatique. Ça va affoler le patient. Pour le palier 3, c'est pour les douleurs sévères. Donc, quand le patient se présente, c'est très difficile d'examiner un patient qui a une douleur très intense. Impossible d'explorer le temps de faire un ECG, de faire tétouage, de l'envoyer en radiologie, c'est pas du tout évident. Donc, il faut commencer à traiter la douleur. Bien sûr, après un examen, une évaluation rapide et immédiate, c'est la titration de morphine. On prend une ampoule de morphine à 10 milligrammes, on la dilue à 10 millilitres de sérum salé et on fait la titration. Donc, si on prend des petits bolus 1 à 2 milligrammes IV, on réévalue hein, d'une façon rapprochée 5 à 10 minutes selon le protocole, bien sûr, du service. Il faut arrêter dès l'obtention d'un soulagement fonctionnel. On n'a pas à attendre la disparition totale de la douleur. Zéro douleur, pas de zéro douleur. Mais si le patient vous dit, je respire mieux, je bouge mieux, je parle, c'est déjà satisfaisant. Alors, pour les techniques locaux-régionales, hein,
hein. Les anesthésiques locaux peuvent apporter beaucoup dans le cas de l'urgence. Donc, ça a envisagé, donc, vous pouvez recevoir un patient qui a une fracture du col du fémur. On fait ici des petits blocs sans conséquence. Ça se fait même en préhospitalier, hein, dans d'autres pays. Ces blocs du fascia iliaque, donc c'est des blocs qu'il faut apprendre hein, sur le terrain. Douleur thoracique post-traumatique, un patient, c'est gênant, il respire très très mal. C'est des petits blocs qu'on peut faire avec un peu de xylocaïne, bloc paravertébral ou bien intercostal. Plaie ou bien douleur localisée, on peut faire une petite anesthésie locale. Donc la loco-régionale, c'est élégant et c'est précis. Hein. DCC de xylocaïne peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, on ne peut pas utiliser les produits sans connaître éventuellement leurs effets secondaires. Là, je vous donne un petit aperçu, hein, certains effets secondaires des INS. Sur l'appareil digestif, hein, c'est l'effet le plus dramatique, c'est ulcère gastro-œsophagien, ça peut faire saigner. Hein. Le risque hémorragique, parce qu'il a un petit effet anti-aguillon plaquettaire. Rétention d'eau, problème rénaux, faire attention chez l'insuffisant rénaux. Hein, une rétention d'eau et des œdèmes. Risque cardiovasculaire, faites très attention dans l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, les ischémies de membres inférieurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une évaluation immédiate de cette douleur-là, examiner et déterminer les priorités. Le risque sont peut-être supérieurs avec, bien sûr, des doses plus élevées et surtout une utilisation plus longue durée. Donc, si on doit utiliser une petite dose au niveau des urgences, ça ne pose pas de problème. Maintenant, on doit utiliser les morphiniques. C'est notre bête noire, je le sais, au niveau des urgences. Oh, Alors, les effets secondaires des opioïdes. voilà, c'est Donc, vrai. vous avez les effets secondaires les plus fréquents. Hein. En tout cas, on l'a rencontré. Le patient, une fois qu'on met de la morphine, etc., il peut être un petit peu somnolent. Il peut faire une confusion mentale. Alors, confusion mentale, surtout si sujet âgé. Sensation du flou, etc. Ça peut donner des nausées, vomissements. Ils peuvent être désagréables, là, c'est connu. Et une constipation qu'il faut prendre en considération, surtout les sujets âgés. Les effets secondaires qui sont moins fréquents, c'est la rétention urinaire. Faites très attention, surtout s'il y a un problème d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a la contraction involontaire, donc le patient peut avoir des myoclonies, peut avoir un prurite, hein, qui peut être désagréable, d'accord? Et la complication la plus redoutée, c'est la dépression respiratoire. C'est l'effet secondaire qui est grave, mais sachez que tant que le patient a mal, cet effet-là était très loin d'être approché. Donc n'ayez pas peur, ça de donner de la morphine, mais ceci dit, il faut une évaluation rapprochée, donc une surveillance hein, sur la fréquence respiratoire, bien sûr, afin de la détecter. En cas d'effets graves tels que la dépression, bien prurite, etc., qui dérange beaucoup le patient, on a un antidote. Donc, vous utilisez la morphine, il faut avoir l'antidote à côté, hein, c'est la naloxone. Qu'est-ce qui se passe, Tanit? Voilà. Euh, Très bien. Alors, on met le traitement, hein, d'accord? Il faut systématiquement réévaluer votre patient. On ne donne pas de la morphine, on laisse le patient wahdo, etc. Il faut le surveiller, faire une fiche à côté de surveillance. Quand est-ce qu'il faut réévaluer? Si par voie intraveineuse, chaque 15 à 30 minutes, il faut revoir le patient. 45 à 60 minutes après une prise péros. Puis régulièrement pendant tout le séjour, d'accord? Il faut passer voir le patient. Alors, qu'est-ce qu'il faut évaluer? C'est l'intensité de la douleur, bien sûr. Là, on l'a évaluée, elle était à 7, elle doit automatiquement diminuer. La mobilité, là, le patient, il bouge mieux, donc il est tranquille, il n'est plus crispé, il n'est plus en position antalgique. État de conscience, parce qu'on donne quand même des morphiniques, donc il faut surveiller ce plan de conscience. Et bien sûr, détecter tout effet secondaire afin de faire la part des choses, surtout pour les effets secondaires graves. Avant la sortie du patient, il faut sécuriser. Hein, d'accord, c'est très important. On sécurise, ok? Donc, on doit adapter un traitement à sa sortie. Prescription courte durée, si opioïde, il ne faut pas dépasser 2 à 3 jours.
On a le problème qui s'est posé aux États-Unis, donc vu l'utilisation de morphinique à tort et à travers, on a créé beaucoup de patients qui font de l'accoutumance parce que bon, ça se vend librement, donc et les patients sortent avec des comprimés de morphinique et tout. Donc c'est vrai qu'on a eu, c'est un fléau pratiquement, donc c'est vraiment un problème de santé publique aux États-Unis. Maintenant, ils sont en train de revoir un petit peu cette histoire de prescription à tort et à travers des morphiniques. Utiliser dans le cas de l'urgence les formes à libération immédiate uniquement, pas les formes à libération lente. Recommandations écrites, donc il faut déterminer la conduite véhicule, les interactions médicamenteuses et éventuellement déterminer les signes d'alerte, faire très attention. Associer systématiquement un palier 1. Pourquoi associer? C'est pour réduire les doses. Et quand on réduit les doses, automatiquement on réduit les effets secondaires. La tradition, elle dit qu'un bon enseignement aux patients c'est égal, c'est la moitié du problème réglé. Donc, il faut expliquer au patient. Le patient doit se prendre en charge lui-même, on lui explique pratiquement tout. Alors, exemple de prise en charge dans le cas de l'urgence, vous avez la colique néphritique. On donne des anti-inflammatoires, les antalgiques palier supérieur, c'est nécessaire. D'accord? Lombalgie aiguë commence par paracétamol plus ou moins anti-inflammatoire et plus ou moins myorelaxant, selon bien sûr les guidelines locales. Douleur traumatique, c'est l'immobilisation. Du paracétamol plus ou moins anti-inflammatoire stéroïdien, plus ou moins opioïde titré. Et là, l'intérêt des blocs, donc de l'anesthésie loco-régionale, donc des blocs loco-régionaux, quand c'est possible, quand c'est réalisable. Les douleurs thoraciques suspectes, hein, d'accord, syndrome coronaire, etc., faire très attention. Pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien avant le diagnostic, donc ECG troponie bien sûr. Alors, l'insuffisance rénale, on l'a dit, il faut privilégier les techniques loco-régionales quand c'est possible. Toujours associer le paracétamol, ça ne pose pas de problème chez l'insuffisance rénale. Par contre, les anti-inflammatoires annoncés sont proscrits. L'utilisation d'opioïdes, du tramadol doit être prudente en raison de l'accumulation de métabolites actifs. Autre option, vous avez le Temgesic, buprenorphine, hein, des petites doses, 3 à 4 fois par jour en subcutané ou bien en sublingual. Il y a aussi la PCA de fentanyl. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ça pose problème bien sûr. Toujours privilégier des techniques loco-régionales en combinant avec le paracétamol et anti-inflammatoire, ça pose pas problème. Le tramadol peut être utilisé avec précaution, hein, c'est des morphiniques, donc ils dépriment les centres respiratoires. La prescription d'opioïdes est possible si le patient se trouve dans une unité de soins continue ou bien il va bénéficier d'une CPAP, donc il pourra éventuellement l'aider à respirer. L'insuffisance hépatique. Il faut toujours prévenir les techniques loco-régionales et diminuer les doses d'opioïdes. Les anti-inflammatoires sont contre-indiqués parce qu'il y a un risque hémorragique et un syndrome hépatorénal, tout comme le paracétamol hein, en matière d'atteinte hépatique. La prescription d'opioïdes est possible si le patient se trouve en unité de surveillance continue, bien sûr, on pourra éventuellement en maladie. Là, c'est un cas clinique. Je vous ai fait bon, une petite question d'ordre pratique. Donc, un homme de 54 ans, sans antécédents, se présente aux urgences en fin d'après-midi. Il arrive en marchant, crispé, tenant son flanc droit, hein, comme sur l'image. À l'accueil, il lâche un mot, donc, docteur, j'ai mal, j'ai jamais eu mal aussi. Hein, d'accord, donc c'est une douleur qui est inhabituelle. J'ai jamais eu aussi mal. Motif de consultation, donc, c'est une douleur aiguë du flanc droit d'apparition brutale il y a 2 heures. L'histoire de la maladie, donc la douleur a débuté soudainement, en pleine réunion du travail. Elle est décrite comme intense, en coup de poignard, et radiant vers l'aine. Le patient se tortille, incapable de trouver une position antalgique. Pas de fièvre, pas de vomissement, mais des nausées présentes. Pas d'antécédent de colique néphrétique, hein, donc il n'y a pas d'antécédent particulier. L'examen clinique, tension artérielle 145-85, fréquence 92, fréquence respiratoire à 18, la saturation 98%, air ambiant, une température apéritique à 37,8. L'abdomen, il est souple, défense absente,
Douleur exquise au flanc droit, percussion lombaire positive. Le patient est évalué avec une EVA à 9 sur 10. Alors, quel est votre diagnostic? Ah, d'emblée. Colique néphrétique, exactement. Et le traitement que vous préconisez, c'est chef Litcha. Très bien. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a dit, vous voyez les paliers de l'OMS. Maintenant, le concept actuel, c'est commencer par le palier 3 et descendre. Yek. Très bien. On va continuer notre cas clinique. Alors, les réponses est comme suit. Alors, diagnostic retenu, vous avez raison, donc colique néphrétique droite. Prise en charge initiale, selon le protocole des urgences, comme on a dit, donc comme le dit la tradition, on évalue, on anticipe, on calme la tempête. Yek. Donc, rapide, un examen rapide, on l'a fait, après la tension, etc. On calme la tempête. Donc, antalgique immédiate, mise en place d'une perfusion. C'est pas pour remplir, hein. C'est la titration prudente de morphine IV selon le protocole, 2 mg par 2 minutes jusqu'à soulagement. AINS IV, c'est pas de contre-indication. Quand le patient il est hypertendu, un hypertendu, s'il est bien soulagé, etc., on peut donner, mais voilà, pas à long terme, d'accord? Surtout dans ce cas, c'est vraiment et très efficace, d'accord? L'antalgique. Mais là, le patient, il se tortille. L'évaluation de la douleur était à 9 sur 10. Donc, vous savez, 9 sur 10, c'est pratiquement une douleur insupportable, inimaginable. Et bien sûr, avec la titration, vous allez réévaluer régulièrement le VA toutes les 10 minutes. Faire des examens complémentaires, bien sûr, un bilan rénal, une formule, une CRP, une bande urinaire, donc il y a de l'hématurie, et bien sûr, échographie ou bien TDM, abdominopelvien en nu. La mise en place de perfusion, c'est pour mettre les drogues, d'accord? C'est un aborvine. Comme il n'y a pas d'hydratation, quand le patient il est en crise. Mais après la crise, là, il faut vraiment réhydrater pour éventuellement euh, dans la prise en charge, hein. On va voir la suite. Donc, la perfusion, c'est pas pour remplir, hein, d'accord? La tension, elle est bien, donc la fréquence, etc. Donc, pas pour faire une hydratation. C'est un apport veineux. 1 mm avec dilatation modérée en amont. L'évolution, après la titration morphine plus AINS, le VA tombe à 3 sur 10. Donc le patient retrouve une respiration normale et est détendu. La conduite à tenir, traitement médical, antalgique, AINS, bien sûr hydratation après la levée de la crise, bien sûr. Tamsulosine, bon, vous connaissez, donc ça permet un petit peu d'améliorer le flux érythral, d'accord? Et surveille des signes de gravité et orientation en ambulatoire avec des consignes strictes, bien sûr. Voilà, donc ma question, c'était surtout pour l'utilisation de l'antalgique dans le cas de l'urgence. C'est vrai que on n'a pas de protocole, hein, donc c'est vrai qu'on travaille sans protocole. Alors normalement, on doit décrire des protocoles et usage des morphiniques. Un autre problème, c'est vrai, c'est la question qui est toujours posée, le problème d'utilisation des morphiniques. Et des fois, on prend la douleur comme hein, قدرت, ou là, il faut l'accepter, alors que c'est faux. Le malade ne doit pas souffrir. Même, c'est-à-dire, dans l'approche diagnostique, on ne peut pas envoyer un patient en radio, surtout faire un scanner, il tortille, il bouge, etc. Ça va fausser, le radiologue il va faire plusieurs coups pour pouvoir le soulager, alors que c'est faux. Normalement, on doit soulager. La douleur, c'est un signal d'alarme, certes d'une douleur, mais il faut la traiter pour poser un diagnostic que ça va fausser le diagnostic de telle ou telle pathologie. Non, ça ne fausse pas. La douleur, c'est un symptôme parmi tant d'autres. Donc, il faut rechercher d'autres symptômes afin de pouvoir euh, poser le diagnostic. Très bien. Alors, pour conclure, donc la prise en charge de la douleur